Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Fédération des services publics et de santé, bienvenue pour cette réunion d'information nationale sur la thématique de la reconnaissance des agents territoriaux. Avant de débuter notre réunion, permettez-moi de présenter la tribune. À gauche, Gilles Gadier, secrétaire fédéral des services de santé, Laurent Matteux, secrétaire fédéral des services publics. À droite, Pierrick Janvier, membre du bureau fédéral. Josiane Touraine, secrétaire fédérale des services publics. Joanne Laurency, secrétaire fédérale également des services publics. Et moi-même, Dominique Régnier, secrétaire général adjoint de la Fédération des services publics et de santé, secrétaire de la branche des services publics. Bonjour à toutes et à tous qui êtes dans cette salle, mais aussi dans toutes les salles de réunion où nos syndicats organisent en même temps, retransmettent en même temps cette réunion d'information. Et puis bonjour à toutes et à tous qui êtes derrière votre écran en train de visionner cette réunion d'information. Alors, quelques petits détails d'organisation. Cette réunion de 2 heures va s'articuler autour de 3 grands thèmes. Celui du temps de travail, c'est-à-dire les 1607 heures, les conditions de travail, la question des rémunérations, qui est un point important pour les fonctionnaires en général, mais pour les fonctionnaires territoriaux en particulier, et une thématique d'actualité, qui est la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale. Au cours de cette réunion, Yves Verrier, secrétaire général de la Confédération Force Ouvrière, nous rejoindra et fera une intervention au cours de cette réunion. Alors, la thématique sur la reconnaissance des agents territoriaux n'a jamais été aussi prégnante qu'aujourd'hui. Les camarades présents dans cette salle ont ce matin témoigné de ce qu'ils vivent dans leur collectivité, mais aussi démontré que par l'action syndicale, nous pouvons faire progresser les revendications et faire que les agents soient entendus dans leur collectivité. Les agents de la fonction publique territoriale sont confrontés depuis plusieurs mois à un véritable cyclone sanitaire, social et économique. Depuis le début de la crise Covid-19, les agents répondent présents pour assurer la continuité du service public. Leur implication est sans faille. En retour, ils n'ont rien, ou peu. Il y a eu le Ségur pour la santé, le Grenelle pour l'éducation, le Beauvau pour la police, et pour les agents territoriaux, rien, aucune mesure nationale. Ils sont les grands oubliés du gouvernement et des élus locaux. En retour, ils subissent la mise en œuvre de la loi de la transformation de la fonction publique, et plus particulièrement la remise en cause du temps de travail, des dégradations des conditions de travail. La remise en cause du déroulement de carrière, ou les attaques contre le droit de grève. Avec l'inflation et l'augmentation des prix, la seule réponse à la question salariale, à la question du pouvoir d'achat, est une smicardisation des salaires dans la fonction publique en général et dans la fonction publique territoriale en particulier. N'oublions pas que 70%, plus de 70% des agents de la fonction publique territoriale sont des agents de catégorie C. Pour Force Ouvrière, les agents de la fonction publique territoriale n'ont plus rien à prouver. Crise ou pas crise, le temps de la reconnaissance est venu. Dans cette période où la question de l'attractivité est très prégnante, dans de nombreux secteurs professionnels, la fonction publique territoriale n'est pas épargnée par cette problématique. Les différentes études ou rapports démontrent les difficultés de recrutement rencontrées par les collectivités territoriales. De notre point de vue, plusieurs thèmes doivent être abordés. L'évolution des rémunérations doit être regardée comme le noyau de l'attractivité. C'est la priorité. Les réformes territoriales successives ont généré stress et mal-être.
Les exigences du management et la gestion des ressources humaines méritent d'être analysées et regardées de près, car en découle le sens donné aux missions et aux métiers. Avec la crise Covid, je le disais tout à l'heure et je me répète, les agents territoriaux ont démontré leur savoir-faire et leur savoir-être dans la prise en charge des usagers. Le service public local, par son efficacité de proximité et sa réactivité, a permis d'assurer la sécurité sanitaire des populations. Les agents savent faire preuve de disponibilité, d'investissement, de dévouement, et aujourd'hui, ils sont en attente de retour. Voici, mes camarades, les quelques mots que je souhaitais dire en préambule, et sans plus tarder, je passe la parole à Joanne Laurency, à Josiane Touraine, ben voilà, il fallait un petit doigt, excusez-nous, à Josiane Touraine qui va aborder la question des salaires dans la fonction publique territoriale. Merci Dominique. Alors moi je commencerai par 3 mots. Gel du point d'indice, inflation, perte du pouvoir d'achat. L'essentiel de notre rémunération chez les fonctionnaires est le point d'indice, et plus précisément la valeur du point d'indice. Puisque vous le savez, pour calculer notre salaire brut, il faut multiplier la valeur du point d'indice par le nombre de points d'indice que chacun d'entre nous a en fonction de son grade, de son cadre, de son échelon. Comment est déterminée cette valeur? Cette valeur est fixée par décret et normalement, elle assure notre pouvoir d'achat face à l'inflation des prix. Or, depuis 2017, la valeur de points, vous le savez tous, est bloquée à 4,686 €, alors que l'évolution des prix, selon l'inflation, ne cesse d'augmenter. Encore ces derniers jours, avec la situation actuelle dans la zone euro, de plus de l'ordre de 3%, si je ne me trompe pas. Depuis plus de 20 ans, la valeur du point d'indice n'augmente pas autant que l'inflation. Rappelez-vous, parfois nous avons eu 2 petites augmentations dans la même année, comme en 2008. On avait eu au mois de mars 0,5, un truc comme ça, et puis en octobre on avait eu encore 0,6. La dernière augmentation du point d'indice date de 2017. Depuis, plus rien. Si l'augmentation avait suivi le point d'indice, si la valeur du point avait suivi l'inflation durant ces 20 dernières années, nous aurions une valeur de plus 20%. Voilà pourquoi, Force ouvrière, nous revendiquons le dégel du point d'indice et une augmentation immédiate à plus de 20%. Quand on a compris ce mécanisme, il est très facile de comprendre les conséquences de ces mesures sur les agents. Moi, je dirais qu'il y a 4 mesures. La première, c'est l'érosion du traitement. Les prix augmentent et les salaires ne suivent pas, et nous subissons une perte du pouvoir d'achat. Ça, on l'a bien compris. La deuxième, c'est aussi la smicardisation des grilles indiciaires de début de carrière. Et toutes les catégories sont touchées. Si vous regardez le premier échelon de la catégorie C, qui est à 343, et simplement 343 pour les 4 premiers échelons, puisqu'on s'est aligné sur le 4e échelon pour éviter d'être en dessous du SMIC. Ce 343 est le même échelon, le même que le premier échelon de la catégorie B. Alors, on peut se poser la question, quel avantage trouve-t-on à passer un concours? Le 3e point, c'est le dérapage des rémunérations accessoires. Et ce matin, vous l'avez tous exprimé très clairement. On va de plus en plus vers des régimes indemnitaires individualisés. C'est de l'individualisation, et en plus en fonction des collectivités qui sont plus ou moins riches. Donc on est vraiment dans un autre système. Et enfin, pour moi, le 4e point, c'est le dévoiement de la carrière. Car l'avancement de grade devient la réponse à la perte du pouvoir d'achat. Si je reprends le PPCR, vous vous souvenez du PPCR, on nous avait fait miroiter des revalorisations obtenues avec la réforme des grilles indiciaires. Mais on s'est vite rendu compte que tout ce mécanisme était anéanti par un allongement de la durée des carrières et bien sûr la perte du mini. On a tous perdu l'avancement au mini. Nous l'avions dénoncé à l'époque
Et rappelez-vous, nous n'avons pas été signataires de ce PPCR. Lors du dernier rendez-vous salarial, la ministre Amélie de Montchalin a annoncé des priorités. Une sur les bas salaires, en revalorisant le traitement des catégories C au niveau du SMIC, avec une bonification d'ancienneté d'1 an pour toutes les catégories C. Dans la territoriale, comme l'a dit Dominique, c'est 76% de catégorie C. Mais si on prend le premier grade de la fonction publique territoriale, le C1, dans n'importe quelle filière, en 2022, donc les 3 premiers échelons sont à 343, et il faudra 19 ans pour atteindre le 11e échelon qui se situe à 382. Ce qui va nous faire une augmentation de 196 € sur une carrière de 19 ans. Et souvent, beaucoup d'agents restent dans ce C1 tout au long de leur carrière. Alors bien sûr, d'autres mesures sont aussi prévues dans le cadre du paquet social. Augmentation des frais de déplacement, augmentation de l'indemnité, enfin mise en place de l'indemnité vélo, et maintenant la participation des employeurs à la protection sociale complémentaire. Donc là, je laisserai Joanne intervenir. Pensez-vous que ce soit une réelle avancée pour les agents? Pour EFO, nous ne sommes pas pour une amélioration de la situation des bas salaires. Pour EFO, ce n'est pas une amélioration de la situation des bas salaires, mais c'est plutôt un effet de communication du gouvernement. Enfin, je ne peux terminer mon intervention sans évoquer 2 points. Les augmentations des cotisations salariales que nous avons tous eues, notamment l'augmentation de la cotisation CNRACL, avec une augmentation progressive et retenue sur nos fiches de paye, mais aussi sur les pensions, qui ont subi de plein fouet l'augmentation, qui est passée entre janvier 2011 et janvier 2020 de 7,85% à 11,10%, et toujours avec le gel du point d'indice. Donc double peine pour les retraités de la fonction publique. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est la rémunération femmes-hommes, puisque dans la fonction publique à profil égal, les femmes perçoivent 5% de moins que les hommes. Donc voilà, pour EFO, service public, l'objectif principal d'une politique de rémunération, c'est d'avant tout d'assurer la cohésion entre le besoin des agents et un service public de qualité. Elle peut s'envisager sous un angle individuel, mais l'élément fondamental reste le cadre collectif, le statut des fonctionnaires. Pour améliorer la rémunération, donc nous revendiquons le rattrapage de la perte du pouvoir d'achat depuis 2000 par l'augmentation à minima de 20% de la valeur du point d'indice, l'indexation de la valeur du point d'indice sur l'inflation, un déroulement de carrière pour tous, et l'application du principe statutaire d'égalité femmes-hommes dans le déroulement de carrière, dans l'avancement et dans la promotion. Merci d'avoir écouté. Merci Josiane pour ces éléments qui peuvent paraître un petit peu techniques, mais il faut comprendre le mécanisme et la construction de la rémunération dans la fonction publique, et que la carrière, elle se construit autour d'un grade, d'un échelon, ce qui permet d'avoir une rémunération. Et s'il n'y a pas de grade, s'il n'y a pas d'échelon, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'augmentation de la valeur du point d'indice, les salaires stagne dans la fonction publique. D'où la nécessité, quand on parle d'amélioration des carrières, elle permet, cette amélioration, à un moment donné, de permettre aux agents d'avoir une meilleure rémunération et d'augmenter le pouvoir d'achat. Car mes camarades, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Vous avez entendu Josiane évoquer une prime vélo. Sympathique. C'est bien pour ceux qui viennent en vélo. Mais les camarades, le pouvoir d'achat, c'est la capacité, en termes économiques, et je ne voudrais pas faire de cours parce que j'en suis pas capable, cours d'économie, mais la capacité, le pouvoir d'achat, c'est la capacité de disposer d'un salaire pour pouvoir payer ce dont on a besoin. Et qu'aujourd'hui, cette capacité disponible est de moins en moins importante, d'où la nécessité
les conséquences de la gel du point d'indice et la nécessité de revendiquer des salaires. Josiane a évoqué dans son intervention également la question des régimes indemnitaires. Effectivement, à Force ouvrière, notre revendication principale, c'est la revalorisation du point d'indice. Mais quand on peut négocier localement des revalorisations de régimes indemnitaires, ne nous en privons pas, parce que ça permet, comme on le dit, d'avoir des rémunérations complémentaires et d'augmenter ce pouvoir d'achat. Alors, la négociation n'est pas toujours facile. Ce matin, bon nombre de camarades nous ont témoigné, nous ont expliqué ce qui se passait dans leur collectivité, où au travers du nouveau régime indemnitaire, ce qu'ils appellent le RIF7, ce qu'on appelle le RIF7, on se rend compte que ça conduit à l'individualisation, qu'il n'y a plus d'unité de rémunération complémentaire sur un emploi ou sur des grades. Et que c'est quasiment de l'individualisation qui est mise en place dans les collectivités, avec une part fixe, mais aussi une part variable qui dépend de la manière de servir, des objectifs individuels et collectifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les objectifs collectifs ne sont pas atteints, il faut peut-être s'en prendre à son collègue qui a peut-être été malade dans le service. Je noircis le trait, mais dans l'esprit de bon nombre d'élus, c'est le raisonnement, c'est les politiques qui sont mises en œuvre dans les collectivités. Toutefois, là aussi, ce matin, au travers des témoignages de nos camarades dans cette salle, on se rend compte que par l'action syndicale, par la présence syndicale, par le soutien à l'organisation syndicale, bon nombre de syndicats dans les collectivités ont pu négocier la revalorisation des régimes indemnitaires. Donc ne baissons pas les bras, continuons le combat sur cette question des salaires, parce qu'elle est centrale. La Force ouvrière, depuis toujours, on nous a dit que Force ouvrière est une organisation de la feuille de paye. Eh oui, mes camarades, on le revendique. On revendique ce surnom, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais parce que la question des salaires doit être prioritaire dans notre société et que la question de l'attractivité est bien une question centrale liée au salaire et aux carrières dans la fonction publique. Je vais passer la parole à Laurent, qui va nous évoquer les questions liées aux conditions de travail, au temps de travail, au bien-être au travail. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais c'est important. C'est important, même si c'est des mots qui sont souvent aussi là utilisés par les managers, le bien-être au travail, sans vraiment y donner une vraie définition autour de tout ça, sans vraiment mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que les agents puissent remplir leur mission dans de bonnes conditions. Laurent, tu as la parole. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc on va commencer, moi je vais commencer par les 1607 heures, et puis répondre aussi, alors nous on a noté quelques questions qu'il y a eu ce matin, d'autres qui sont arrivées aussi par le biais de mail ou par internet. Donc je vais essayer d'y répondre. Alors pas à tous, on va répondre en règle générale. On va commencer à travailler sur les 1607 heures et puis ensuite on ira sur les conditions de travail. Juste vous rappeler une petite chose, c'est que une partie des collectivités, je dis bien une partie parce que c'était pas l'ensemble des collectivités, a continué à bénéficier, on va dire, enfin comme ça, de régimes dérogatoires après la loi de 2001. Ces collectivités, par la loi du 6 août 2019, donc la loi de transformation de la fonction publique, ont eu une obligation d'appliquer les 1607 heures. Alors moi j'aime pas dire les 1607 heures parce que pour moi c'est 1600 heures plus 7, puisque c'est 7 heures que nous donnons, hein, voilà, en termes de comment pour les anciens, les journées de solidarité, en termes de solidarité. Donc je préfère qu'on dise 1607 heures, 1600 plus 7 heures que 1607 heures.
et donc avec obligation d'une application au 1er janvier 2022. Laurent, à ce sujet, on a plein de questions qui sont sur le site en ce moment par tous les internautes qui nous suivent, et puis ça aussi, suite aux questions qui ont été posées ce matin, ici même dans cette salle, le temps de travail est-il encore négociable aujourd'hui? Alors même si l'application de la loi était au 1er janvier 2022, strict, effectivement, c'est toujours négociable. Vous avez l'article 2, à l'intérieur de cette loi, de ce décret, qui stipule, alors je vais vous lire tel qu'il est écrit, comme ça ce sera vraiment beaucoup plus simple pour vous de le comprendre et de voir qu'en fait cet article 2, il nous permet de vraiment négocier le temps de travail, d'y mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Donc ce sont des dérogations en raison de la spécificité de certaines suggestions. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail pour tenir compte de suggestions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Et notamment, et là ça ne reste que des exemples. Vous avez certaines collectivités qui vont dire oui, mais on ne fait que là-dessus. Non, non, c'est bien écrit, et notamment dans le texte, donc ça veut bien dire que ce ne sont que des exemples. Et notamment en cas de travail de nuit, de travail de dimanche, de travail en horaire décalé, de travail en équipe, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles et dangereux. Il faut quand même considérer aujourd'hui, après la période qu'on vient de vivre de confinement, de voir que quand même une grande majorité, si ce n'est tous les métiers de la fonction publique territoriale, on peut les considérer quand même un peu pénibles. Donc voilà, ensuite, l'apport des négociations est évidemment dans ce fameux article 2. Donc, bon nombre de syndicats l'ont mis en avant. On a vu ce matin, on a entendu ce matin des témoignages de plusieurs syndicats. Hein. Ici présent, il y avait Marseille, la Vendée, Toulouse, Le Mans. Alors j'en oublie peut-être, excusez-moi, hein, voilà. Ceux que j'ai retenus de mémoire, oui, je vois des camarades qui me disent aussi. Mais voilà, il y en a eu beaucoup, et en fait, il y en a beaucoup. Tous ceux qui ont obtenu quelque chose n'ont pu se baser que sur l'article 2. Et ça s'est fait par le biais d'un travail syndical, et c'est pas... Je connais très peu de collectivités, enfin, je ne peux pas vous en citer une puisque je ne connais pas. Je connais beaucoup de collectivités qui ont décidé d'elles-mêmes de dire attendez, non, nous, on va considérer que, et on va vous donner 50 heures, on va rester à 1680 heures, si vous étiez à 1680, en considérant que tous les agents ont un métier pénible. Non, partout on a obtenu quelque chose, c'est partout, et ce matin on a vraiment eu ces témoignages-là, c'est partout où on a pu se battre. Et on a instauré un rapport de force, exactement comme pour les salaires et les régimes indemnitaires tout à l'heure. Donc il ne faut rien s'interdire. Je pense que, je vous l'ai dit, mais la Covid et la crise sanitaire, elle a quand même mis en avant le besoin ce travail que font les agents de la fonction publique territoriale. Laurent, excuse-moi de t'interrompre encore, parce que pour nombre de questions tombent sur le site en ce moment. Une question d'un internaute encore. Sa collectivité refuse de négocier, prétextant qu'il y a peu d'agents qui bénéficient et qui sont concernés par les spécificités. Qu'en est-il exactement là-dessus? Alors oui, quand la collectivité refuse de négocier, je veux dire, enfin, vous avez... ce matin, on a entendu quelques témoignages qui nous disaient, en fait, moi, ma collectivité, elle ne veut pas discuter où les agents ne sont pas au courant. Enfin, nous, Force ouvrière, notre organisation syndicale, elle est là pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les agents ne sont pas au courant, mais il faut qu'ils viennent vers nous. S'ils veulent être au courant, c'est le but. Si on est là, c'est justement pour les aider. Donc, il faut instaurer déjà un cahier de revendication auprès de la collectivité, et puis ensuite, il faut le porter. Il faut le porter, et si besoin est, il faut mettre le rapport de force. J'ai quand même, puisqu'on avait eu, on avait eu un retour là-dessus déjà, je vais vous donner un exemple, et c'est si vous allez sur plusieurs centres de gestion, c'est comme ça, mais le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine, donc dans le 35, il indique explicitement sur son site, il dit ça. Sur un poste administratif ou technique, chaque métier a ses spécificités, ses risques et ses incidences sur la santé de l'agent. La sensibilisation à l'hygiène, la sécurité aux conditions de travail doit faire partie intégrante de l'activité de l'agent. Quand vous avez ce type de phrase qui est écrit sur le site de la collectivité, je suis désolé, mais ça veut quand même bien dire que dans les suggestions, on peut mettre ce qu'on veut. Parce que là c'est clair, sur un poste administratif ou technique. Après,
c'est à nous, organisation syndicale, c'est notre travail, nous, AFO, eh ben, effectivement, de les mettre en avant, ces spécificités. Et je dirais qu'un agent administratif à la ville de Clermont n'est peut-être pas dans la même situation, effectivement, qu'un agent administratif à Marseille, à Paris, parce qu'on vient lui demander des choses différentes. Donc c'est à nous, localement, à chaque fois, d'utiliser, je le précise une dernière fois, mais cet article 2, parce que c'est à l'intérieur de cet article qu'on peut négocier tout ce qu'on veut pour le temps de travail. Est-ce que, une autre question qui a été évoquée ce matin, est-ce que les 1607 heures, l'application pure et dure de ces 1607 heures dans la collectivité est-elle un frein au dialogue social? Alors, c'est un frein de dialogue social. Non, même si ça peut être table, c'est dommageable pour les agents, même si ça peut être table, on ne peut pas dire que ce soit un frein au dialogue social. Au contraire, le dialogue social, c'est à nous d'imposer. Vous savez très bien, déjà, vous savez très bien qu'on n'a pas la même définition du dialogue social, les employeurs et nous. Hein, il faudra déjà qu'on se mette d'accord sur la définition du dialogue social avant de dire ce que c'est que le dialogue social. Mais si on veut que ce que nous on appelle, qu'à force ouvrière on appelle le dialogue social, si on veut qu'il soit présent, c'est à nous de l'imposer. Donc en fait, moi je dirais pas que c'est un frein, puisque c'est nous qui sommes moteurs de tout ça. Donc la remise en cause d'acquis obtenus par le biais de négociations qu'il y avait eu au préalable, c'est un préjudice. On est d'accord, c'est un préjudice. Mais il y a deux solutions. Quand vous êtes dans votre collectivité et quand nous on est ici au sein de la fédération, c'est soit on baisse les bras et on pleure, on se dit on vient de nous enlever 5 jours. Ou soit on se retrousse les manches et on trouve les solutions pour les récupérer. Alors c'est vrai, on a entendu ce matin un camarade qui nous disait on se bat souvent pour ne pas perdre quelque chose plutôt que pour le gagner. Eh ben nous on va vous dire que si vous faites un cahier de revendication, si dans ce cahier de revendication vous prenez les devants et vous demandez des jours de congés supplémentaires pour telle raison, vous demandez que le temps de travail soit remis en cause dans votre collectivité pour telle spécificité, pour telle chose, eh bien, je veux dire, vous prenez les devants, vous leur laissez pas la main. Le problème, c'est que si on va en négociant en se disant on va nous enlever des choses, on part déjà sur du négatif. Il faut impérativement qu'on soit sur quelque chose de positif et qu'on prenne la main. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui dire, quand votre collectivité vous dit on passe aux 1607 heures, on est passé, eh bien aujourd'hui, maintenant que la loi est passée, vous pouvez toujours, au sein de l'article 2, préparer votre cahier de revendication et dire pour tel métier, telle mission, on veut ça, on veut ça, on veut ça et on veut ça. Si on ne demande pas, on n'a pas. Ça c'est clair. Si on demande, on n'a pas toujours. Mais si on demande, qu'on insiste et qu'au bout du compte, on y met le rapport de force, on a vu ce matin quand même que bon nombre d'entre vous ont obtenu beaucoup de choses. J'avais noté quelques, mais je ne sais pas, tu as peut-être eu... Alors, beaucoup de questions encore qui tombent sur le temps de travail, mais aussi sur les conditions de travail. Excuse-moi Pierre, je voulais donner quelques exemples de négociations avant. Si tu veux. Si ça n'embête pas. J'ai entendu des choses ce matin et ça m'a un petit peu, notamment par exemple les agents des collèges, les agents des lycées, les agents des cantines. Un exemple tout simple, mais très très simple que vous pouvez mettre en application dans votre collectivité. Ces agents-là ne rentrent pas chez eux pour manger. Regardez si ils bénéficient du temps de repas sur leur temps de travail ou si c'est décompté. Un agent qui ne peut pas rentrer chez lui manger le midi ne peut pas vaquer librement à ses occupations. Le texte est écrit clairement comme ça. Dans ces cas-là, le temps de repas doit être inclus dans le temps de travail. Déjà, vous avez un exemple de suggestion très très simple qui doit être mis en application. Et là, c'est la loi, il n'y a pas de discussion. Moi, je peux vous donner l'exemple. Vous allez dans un collège, vous prenez un agent des collèges qui travaille dans une cantine, par exemple, à qui vous lui dites, il faisait, 1560 heures, ou 40 heures de moins que les 1607. Vous lui dites aujourd'hui, tu vas récupérer le temps de repas. Vous ferez le calcul, vous verrez qu'il aura moins d'heures à faire qu'il en faisait avant. Alors qu'en vérité, il sera passé aux 1607 heures. Sauf qu'effectivement, on appliquera la loi.
Parce que bien souvent, dans les collectivités, le problème qu'on a, c'est que nos élus n'appliquent pas la loi. On l'a entendu ce matin, d'ailleurs, des camarades qui l'ont dit. Et effectivement, il y a dans les textes, il faut bien regarder, il y a des choses qui doivent être appliquées, et c'est pas appliqué partout. Donc j'avais cet exemple, j'avais noté aussi la prise en compte des astreintes de nuit, des dimanches pour les agents de service, des routes, du secteur social, médico-social, services accueil, sécurité. Je prends par exemple dans les services sociaux, si vous prenez les éducateurs, choses comme ça, bien souvent, on a oublié certaines spécificités. Mais quand vous avez un éducateur qui est par exemple dans le nord de la France et qui a eu un jeune qui a fugué et qui doit aller le récupérer à Marseille, il s'en va 3 jours. Donc il est en travail, il a travaillé les 3 jours consécutifs. Donc toutes ces spécificités-là, il faut les noter, il faut les prendre en compte. La prise en compte de la pénibilité des agents des services en comptabilité, parce que vous avez, et je l'ai vu dans certaines collectivités, ils ont réussi à le mettre, vous avez des périodes, la comptabilité, vous allez me dire, la pénibilité, c'est pas toujours, déjà c'est un travail répétitif, et en plus, vous avez des périodes dans le mois, notamment la période où on fait les payes, où c'est beaucoup plus intensif, où on leur demande peut-être là de faire un peu plus d'heures et d'en faire moins la semaine d'après. Donc tout ça, c'est des choses, vous avez ces possibilités d'utiliser tout ça. La prise en compte de la pénibilité des agents d'accueil, dû à la recrudescence des agressions, vous avez parlé des agressions ce matin, et bien là encore, quand vous êtes accueil, par exemple, dans un service social, on l'a vu plein de fois, maintenant c'est récurrent, les responsables de services sociaux ne veulent plus forcément rencontrer les gens parce que soit ils n'ont pas le temps, soit parce qu'effectivement ils viennent à l'improviste, soit parce que puis que ça finit. Et aujourd'hui, en fait, les usagers s'en prennent régulièrement aux personnes qui sont au poste d'accueil. Ils font le tampon, on va dire, et effectivement, pour tout ça, ce sont des critères à mettre en avant. Donc nous, on vous invite fortement à revendiquer et négocier le protocole du temps de travail dans toutes vos collectivités. Toutes vos collectivités. C'est à vous de trouver la faille sur chaque métier, sur chaque mission, où on doit effectivement se dire, là, j'ai un petit truc, et on va pointer du doigt pour pouvoir remettre en cause le temps de travail. Après, la fédération, les syndicats sur le terrain, effectivement, on peut échanger. On peut trouver ce qui s'est fait peut-être à Marseille, ce qui s'est fait en Vendée, ce qui s'est fait dans le Limousin, et puis se dire, voilà, on peut prendre, pourquoi est-ce que dans les Côtes d'Armor, on prend le temps de travail on inclut le temps de travail des agents des écoles le midi, et pourquoi c'est pas inclus dans le nord de la France? Voilà, si c'est fait à un endroit et que c'est reconnu, je vois pas pourquoi ce ne sera pas reconnu ailleurs. Donc voilà, ce travail il est important. On a eu ce matin quand même, ce que je vous ai dit, Marseille, Toulouse, Le Mans, qui sont venus quand même nous témoigner de grosses victoires. Et toutes ces victoires, elles sont quand même dues au combat syndical. Voilà, sur les 1607 heures, ce que je pouvais dire en gros, quoi. Donc à travers tout ça, Laurent, le temps de travail, les 1607 heures, vont avoir forcément des répercussions sur l'organisation et les conditions de travail. Et on voit apparaître de plus en plus une nouvelle politique des ressources humaines dans les collectivités. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concernant ce sujet, s'il te plaît? Ouais, alors là encore ce matin, si on prend ce qui a été dit ce matin et visiblement ce qui se dit sur les réseaux sociaux, enfin ce qui est remonté des réseaux sociaux, on a beaucoup parlé des restrictions budgétaires. Ces restrictions budgétaires, elles amènent quoi? Elles amènent le manque de moyens humains et matériels, il faut être très honnête. Voilà, ça a détérioré au fil des années les conditions de travail de l'ensemble des agents. C'est-à-dire que depuis quelques années, ces restrictions budgétaires, elles sont grandissantes. Au début, j'ai entendu ce matin un camarade qui a dit on a créé 42 postes. Ça, c'est l'affichage. On a créé 42 postes, mais à côté de ça, on en a supprimé 35. Donc on n'en a jamais créé 42, c'est faux. Et en plus, je dirais même que les 7 qui restent, bien souvent, ils ne sont pas créés. On a déjà prévu de supprimer les 7 autres pour les mettre la prochaine fois. Mais moi, je vous mets au défi de trouver des collectivités aujourd'hui qui créent des postes, qui créent réellement des postes. C'est simple, il suffit de regarder le nombre de fonctionnaires territoriaux, il y en a moins que ce qu'il y avait, donc c'est pas possible qu'il y ait des créations de postes. Ensuite,
on est arrivé aussi à un point où nos responsables locaux, les élus, chacun veut son DGS. Chacun veut son DGS. La plus petite collectivité aujourd'hui, une mairie où il y a 8 agents, ils veulent un DGS. C'est quand même un truc de fou. Et pourquoi ils veulent un DGS? Ils ne veulent plus s'occuper de gérer le personnel. Ils refilent ça à un DGS. Et quand vous y allez, quand l'organisation syndicale y va, on nous répond: ah ouais, mais moi, le maire, je peux pas m'occuper de ça, ou la présidente de la région, je peux pas m'occuper de ça. J'ai mis un DGS en place, c'est lui qui gère. Excusez-moi, mais le DGS, c'est pas l'employeur. Hein. Le DGS dans votre collectivité, vous pouvez lui dire ça. Il est agent, comme vous, de la collectivité, et si jamais il a un souci, on peut toujours lui demander une carte syndicale. Il n'y a aucun problème. Il reste agent de la collectivité. Et si vous devez négocier 5 euros, 10 euros, 15 euros, ou le temps de travail avec votre responsable local, avec le maire ou la présidente, bien c'est avec elle en direct, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, j'ai jamais vu un DGS avec qui vous allez discuter, ou quand vous êtes dans une entreprise privée, c'est pas le directeur qui va vous dire, c'est pas le patron qui vous dit, oui, je suis en mesure de te donner 15 euros, c'est pas le DGS qui va vous dire. Donc voilà, donc il faut demander, l'organisation syndicale, son rôle, c'est de discuter en direct avec l'employeur. Et les intermédiaires, moi, je veux bien, ils sont là pour appliquer ce que demande l'employeur. L'employeur ne peut pas dire à aucun moment, je ne suis pas responsable de ce que met le DGS. Si le seul et unique responsable dans la collectivité, c'est bien l'employeur, c'est pas le DGS. Donc voilà là-dessus. Ensuite, juste dire que le fait qu'on ait des DGS qui sont arrivés partout, c'est dû parce qu'on veut mettre en place, on veut mettre en place un système qui s'apparente au privé. On veut gérer aujourd'hui la fonction publique, que ce soit surtout la territoriale, puisque en fait on est très éclaté. Elle veut gérer aujourd'hui, par le coup de restrictions budgétaires, par le coup de suppression, elle veut gérer comme on gère une entreprise, parce qu'il faut que ça rapporte de l'argent. La fonction publique, elle n'est pas faite pour rapporter de l'argent. Enfin, pas la nôtre toujours. C'est un service qu'on rend au public. Donc on ne peut pas aujourd'hui gérer une collectivité comme on gère une entreprise du CAC 40. Il faut être très clair. Donc, en clair, Laurent, ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, l'organisation syndicale, elle doit avoir une relation beaucoup plus politique avec les politiques des collectivités, ne pas s'adresser aux DGS, mais uniquement au niveau des élus, de manière à ce que nous puissions obtenir un certain nombre de choses. Est-ce que ça a des conséquences particulières auprès des agents? Est-ce que les agents ressentent des choses qui sont directement liées justement à cette dégradation de relations avec les DGS ou les RH? Oui, alors là encore ce matin j'ai noté quelques petites choses ce matin, parce que vous avez parlé, pour certains même ça a été je parler de risques psychosociaux, de choses comme ça, parce qu'on a parlé moi j'ai noté plus de sens de métier, la perte des repères, exigences élevées, rentabilité, évolution des métiers et des missions, restructuration des services, ça a été dit une fois, je ne sais plus où, mais ça a été dit, privatisation ou externalisation de certaines missions, et on a parlé effectivement aussi du nombre de contractuels qui aujourd'hui est en nette progression par rapport à ce qu'il y a pu y avoir il y a quelques années. Le recours aux contractuels aujourd'hui n'est plus seulement le remplacement d'un agent sur une période définie, c'est sur du long terme. Alors pareil, toujours pareil, là ça tourne de plus en plus, toutes les questions arrivent. On a des camarades qui travaillent dans un EHPAD qui a le sentiment de mal faire son travail. Après, j'aurai d'autres questions sur les ATSEM dont on a parlé aussi ce matin. Donc voilà, je te listerai les questions au fur et à mesure, mais là on a un agent qui travaille dans un EHPAD et qui a le sentiment de mal faire son travail et qui ne se sent plus considéré. Alors moi j'ai envie de dire à cet agent qu'il ne faut surtout pas qu'il culpabilise. Si quelqu'un fait mal son travail, c'est pas lui, c'est l'institution. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où, il y a peu de temps, puisqu'il s'est sorti, il y a eu ce rapport qui est sorti, où on a commencé à dire, ouais, dans les EHPAD, voilà,
on maltraite les personnes âgées. Je me rappelle juste qu'en 2015, 2016, 2017, on était dans la rue. On était dans la rue pour les EHPAD. On n'a pas été entendu. Et même les usagers ne nous entendaient pas. Ils nous font chier, ils sont encore dans la rue. Sauf qu'en vérité, effectivement, eh bien, quand quelqu'un sort un rapport 3 ans après, on vient nous dire « Ah bah oui, ils sont maltraités ». Sincèrement, c'est pas une surprise pour nous. Ça fait longtemps qu'on le dénonce. Ça fait longtemps qu'on dit les choses. Donc, moi j'ai envie de dire à cet agent qu'aujourd'hui, si elle est dans cette situation, on a parlé de restrictions budgétaires tout à l'heure, c'est exactement pour ça. Quand vous allez, quand on vous dit que, on va faire, je vais dire une bêtise, mais pour manger, on va mettre une crème caramel avec un gâteau, et qu'on a décidé, parce que finalement, c'est un peu trop cher, on enlève le gâteau. C'est pas de la faute de l'agent. Quand on vous dit par exemple, eh bien vous avez, ça pourrait être valable pour les agents, on a parlé ce matin des agents des collèges, ça pourrait être valable pour les agents qui peuvent faire du nettoyage. Aujourd'hui on vous envoie des cabinets d'audit, ça c'est extraordinaire. On vous envoie des cabinets d'audit, ça c'est le truc, c'est top. On vous envoie un cabinet d'audit, dites à vos employeurs, ça coûte entre 30 et 40 000 balles. Dites-leur qu'ils vont les économiser. Vous connaissez le résultat. Le cabinet d'audit, c'est systématiquement restriction budgétaire, suppression de postes. Voilà, c'est exactement ça, c'est pas autre chose. C'est simple. Donc quand ce cabinet d'audit il vient et il vous dit « Ah bon, il y a 15 agents dans l'EHPAD, il y a tant de chambres, on va faire le calcul, combien de temps ils doivent mettre pour faire une chambre. Ou dans une école, combien de temps ils doivent mettre pour faire la salle de classe. » Et puis là, là c'est extraordinaire. Ils ont fait le calcul qu'il faut 13 minutes pour faire une chambre. Donc vous pouvez en faire, allez, 8 dans la journée. Plus qu'à côté, vous allez servir le repas, vous allez faire... Vous pouvez en faire 8 dans la journée. Et bien écoutez, je vais vous donner une astuce pour répondre à ces cabinets d'audit et à votre direction quand elle va venir. Quand vous courez 100 mètres, vous leur demanderez combien de temps ils mettent. Allez, je vais être gentil, ils mettent 20 secondes. S'ils sont comme moi, ils sont pas trop gros, ils vont peut-être mettre 50 secondes. Mais là, on va dire, c'est un sportif, il met 20 secondes. Bah, demandez-lui en combien de temps il court le kilomètre. Est-ce qu'il court en 200 secondes? Il me semble pas. Donc il faut prendre en considération la fatigue, l'épuisement, la longueur, le temps, et tout ça, et l'humain, et le facteur humain, et ce qui peut arriver à côté, c'est-à-dire qu'il peut arriver un incident. Si vous êtes dans un EHPAD et vous avez un ancien qui est tombé ou qui a besoin de discuter 5 minutes, effectivement, à un moment, tout ça doit être pris en considération. Et c'est pas pris en considération, on est uniquement sur du calcul. Donc voilà, il faut vraiment utiliser ça. Ce sont des arguments que vous devez mettre en avant. Toujours aller dans le sens du camarade de l'EHPAD, par rapport aux revendications que Force ouvrière portait en son temps et qu'il apporte toujours, c'était un résident, un agent. Et aujourd'hui, on en est bien loin, et l'actualité nous le prouve encore aujourd'hui, puisque ça a fait la une des journaux, où on a bien vu que les résidents étaient de moins en moins bien traités, de par le manque d'effectifs. Une question ce matin a été aussi soulevée à plusieurs reprises, et là aussi, ça regroupe les questions que nous avons concernant les ATSEM, qui ont du mal un peu à trouver leur place entre l'employeur, les instituteurs, les parents d'élèves, les différentes tâches qu'ils ont à accomplir. Donc c'est aussi récurrent par rapport à ça. Oui, sur les ATSEM, c'était évoqué ce matin, je m'en rappelle, et il a été dit exactement, je ne sais pas où trouver ma place en fait entre le moment où je suis, est-ce que je travaille pour la mairie, est-ce que je travaille pour l'institut, est-ce que je travaille pour les parents d'élèves, est-ce que je travaille... effectivement, au moment où on ne sait plus où on en est, quoi. Tout le monde donne des ordres, tout le monde veut que ce soit fait comme ci, comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, même les parents d'élèves viennent, et en plus, on est de plus en plus agressifs, je veux dire, viennent expliquer comment il faut faire le travail. Moi, je peux vous répondre qu'une seule chose, il n'y a qu'un seul employeur. Il n'y a qu'un seul employeur. C'est celui qui paye. Donc, si c'est la mairie qui vous emploie, c'est la mairie qui vous emploie. Et à un moment, je veux dire, si quand vous êtes ATSEM, vous êtes en travail direct avec l'institut, et que l'institut a besoin de quelque chose, enfin, je veux dire, s'il a besoin de quelque chose de particulier dans ce que vous allez faire, si à un moment ça pose souci, l'institut, il peut aussi aller voir le maire ou la mairesse. Je veux dire, c'est son boulot. Vous, votre employeur,
enfin votre employeur, oui, votre employeur, ça reste bien. C'est en aucun cas l'éducation nationale, et encore moins, je dirais, les parents d'élèves. Donc voilà, mais ça c'est valable pour tout agent, pour tout agent, quoi. Ne vous mettez surtout pas en porte-à-faux à un moment, parce que vous allez remettre en cause ce que vous a dit le maire, parce que un parent d'élève ou même l'institut vous aura dit bah si moi j'ai besoin que tu fasses 2 heures de plus ce soir absolument pour ça, mais qu'il n'y a pas l'accord du maire, et après on va vous dire ah bah non moi les 2 heures je te les rends pas. Donc effectivement tout ça c'est vraiment, il faut votre employeur c'est le payeur. Voilà, je peux pas dire mieux là-dessus. Et juste effectivement je pensais par exemple de plus en plus, alors on parlait des ATSEM mais on peut aussi parler des agents des écoles qui aujourd'hui sont agents des écoles, mais au final, elles vont faire le gymnase, elles vont faire le dimanche matin, il faut qu'elles aillent faire la salle de machin, parce qu'on ne sait pas pourquoi, elle n'a pas servi, mais c'est pas grave, il faut y aller quand même. On avait vu que pendant le Covid, ça faisait 1 mois que c'était fermé, on a vu des agents qui avaient obligation d'aller tourner le terrain de foot. Il n'y a personne dessus, mais il fallait que ce soit joli. Donc je veux dire, il y a des choses qui sont quand même effectivement assez aberrantes, mais ça amène un sens du repère du métier. Justement, tu parles de repères, la perte de repères. On a des témoignages ici dans cette salle aussi, ce matin, qui ont éprouvé la perte de sentiment de repères, qui devient de plus en plus prégnant. Et un témoignage assez émouvant d'ailleurs, un agent qui travaille dans un conseil départemental depuis plus de 20 ans et qui a le sentiment que son travail est de moins en moins reconnu. Il se perd un petit peu dans son travail et il insiste lourdement sur le fait que son travail n'est plus reconnu. Ça encore, c'est sur la façon de manager. Quand on parlait tout à l'heure qu'il fallait mettre des DGS en place partout, ça c'est un petit peu les nouvelles façons de manager. Il y a quoi de pire pour un agent de voir que son travail n'a pas été reconnu. Des exemples, on pourra en citer à l'appel, Pierrick, mais il y a des choses qui me viennent en tête, mais quand vous faites sur un projet, il faut pas oublier qu'on est quand même tributaire des politiques. Mais vous pouvez travailler dans un conseil départemental ou dans une mairie sur un projet. Par exemple, vous êtes dessinateur. Vous êtes dessinateur, vous allez dessiner un rond-point. Et puis, vous allez travailler dessus pendant 6 mois, vous mettez tout en place, et puis la veille que ce soit validé, on vous dit, ah bah là, terminé, on vient de changer de vice-président, on vient de changer de direction, puis finalement, ton rond-point, on n'en veut plus. Alors c'est vrai, on a bossé pendant 6 mois, et on a ce sentiment de se dire, finalement, j'ai servi à quoi. Alors ça peut arriver sur un poste, mais de plus en plus, on voit que ça arrive aussi sur des services entiers. On fait bosser des services, tous les agents vont travailler, 6, 7, 10, 15 agents vont travailler, puis un beau jour on arrive, on dit bon vous laissez tout tomber parce que de toute façon on a décidé que ça va passer dans une nouvelle, ça va être à la Comcom, ça va être à la Glo, ça va être au machin, puis on va créer une structure et vous allez à l'intérieur de ça, et patati patata. Donc les agents, ils ont ce sentiment, effectivement, ils peuvent avoir ce sentiment qu'ils ont travaillé pour rien. Et ça fait partie, on l'a entendu ce matin, on a parlé d'attractivité ce matin, je pense que ça en fait partie. Quand vous avez le sentiment d'être inutile dans une collectivité, je crois qu'il n'y a rien de pire. D'ailleurs, ça doit avoir un nom en termes de risques psychosociaux. Je dirais, oui, j'avais noté ça, moi j'avais noté ordre et contre-ordre, faire et défaire. Voilà, on a ça de plus en plus. Tout à fait. Et alors par rapport à tout ça, on voit que dans les différentes collectivités, les exigences deviennent de plus en plus élevées. On demande de la rentabilité, des audits sont mis en place dans les collectivités, il y a des réductions des effectifs, des suppressions de postes qui sont envisagées. Tout ça va générer, comme tu le disais à l'instant, un mal-être au niveau du travail et des risques psychosociaux importants. Ouais, alors je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, quand vous avez un audit, pas surpris que ça revienne, mais quand vous avez un audit, de toute façon, dites-vous bien qu'il n'y a qu'une seule chose derrière, c'est restriction budgétaire et diminution de la masse salariale. Diminution de la masse salariale, c'est très simple. Alors en plus, vous avez de plus en plus, il y a les politiques, on va dire, obligatoires, notamment en termes de social aujourd'hui. Donc on dit aux agents, il faut ça, et puis on dit à d'autres après,
Comment on va être obligé de supprimer des postes chez vous parce qu'on n'a plus d'argent et on va être obligé de développer dans tel endroit. Donc ça, c'est compliqué. Donc voilà, je pense que il faut se méfier des audits que vous pouvez. Elles sont toujours faites à la demande, de toute façon, de l'administration, elles ne seront jamais faites à la demande de l'organisation syndicale. Et dites-vous bien que derrière, c'est toujours la même chose qui en résulte. Elles ne sont pas faites pour rien. Je veux dire, si vous faites une audit, c'est pas pour vous dire, c'est pas pour qu'on vous dise que tout va bien. En plus, vous savez très bien que c'est le payeur. Le payeur, c'est notre employeur. Je veux dire, il ne va pas payer pour qu'on lui dise, bah dis donc, finalement, on a regardé, au bout du compte, tu ne payes pas assez tes agents et ils bossent trop. Je l'ai jamais vu. Hein. Si jamais il y a une collectivité où ça arrive, écrivez-nous. Donc nous, on refuse catégoriquement. Les agents ne doivent pas être la variable d'ajustement, et ça doit être une revendication perpétuelle dans vos négociations, dans vos discussions avec l'employeur. Les agents ne sont pas là pour faire la balance pour faire l'équilibre financier de la collectivité. Ça, c'est pas possible. Je me suis permis de retenir cette question, parce que je sais que Laurent, qui est très attaché, on a un chef de cuisine qui, depuis 19 ans, ne reconnaît plus son métier. Alors, est-ce qu'il a vraiment changé ce métier de cuisinier dans la fonction publique territoriale? J'y suis très attaché parce que voilà, à la base, c'est mon métier. Puis j'en vois un autre dans la salle. Bah oui, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on pourrait aussi, on aurait pu donner l'exemple d'un agent des routes, on aurait pu avoir l'exemple d'un travailleur social. Je prends l'exemple d'un cuisinier qui est rentré il y a 19 ans, tu dis, ouais, 20 ans, il y a 20 ans, il est rentré, il faisait de la cuisine. Aujourd'hui, s'il est chef de cuisine, par exemple, je ne suis pas certain qu'il touche encore en casserole. Hein. Il passe son temps à faire du HACCP, du plan de maîtrise sanitaire, et puis même aujourd'hui, on est arrivé à ça, puisque quand vous faites par exemple plus de 4 tonnes de déchets par an, bah, c'est vous qui devez gérer une partie de vos déchets. Donc vous faites du compostage. Donc il y a même des chefs de cuisine aujourd'hui qui font du compostage. Donc c'est sûr que quand vous êtes rentré et que vous n'avez pas fait, vous êtes rentré avec un CAP, et qu'on finit par vous demander de mettre des plans de maîtrise sanitaire où on ne comprend rien, parce que c'est compliqué, je comprends qu'il ne reconnaît plus son métier. Ou alors, bah, faut qu'il se dise, je veux plus être chef de cuisine, je veux être de cuisine. Mais, à un moment, quand on est rentré, l'exemple de cuisine, voilà, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais je pense que c'est pareil. Si on prend les policiers municipaux, c'est pareil. Les agents des routes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? On a plein de collectivités où les agents des routes qui faisaient du goudron, qui mettaient des panneaux, aujourd'hui, on leur demande juste d'aller mettre en place la sécurité pour qu'une entreprise privée vienne le faire. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, en termes d'attractivité, les agents des routes, il y en a plein qui se barrent. Hein. Comme les cuisiniers, mais comme plein d'autres. On a entendu ce matin, dans plein de collectivités, les agents sont. Donc à nous de nous battre pour qu'on améliore ces conditions de travail. Et je pense que certaines collectivités l'ont bien compris, puisqu'ils ont mis, suite aux négociations, ils ont mis des choses en place. C'est parce qu'ils veulent aussi, certains veulent certainement garder leurs agents. Grosse crainte qui nous est aussi remontée sur la restructuration des services, la privatisation, l'externalisation de certaines missions sont aujourd'hui grandissantes. Et qu'est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce sujet? Sur la restructuration de services, c'est la mode depuis des années. Je ne veux pas dire, excusez-moi, je ne parle pas tout le temps de mon micro. C'est la mode depuis quelques années. Depuis l'arrivée des DGS, effectivement, alors je ne veux pas dire que c'est la faute des DGS tout le temps, hein, parce que c'est quand même voulu par nos employeurs, mais c'est une méthode de management. C'est-à-dire quand vous restructurez un service 3 fois dans la même année, et ça se voit, ça s'est vu, alors des fois c'est 3 fois en 3 ans, mais parfois ça peut arriver que dans la même année, le service il est restructuré 3 fois. Quand vous prenez le bilan social à la fin d'année, vous regardez le nombre d'agents, vous ne savez plus où ils sont, vous savez plus, on ne sait pas s'il y a le nom, on vous dit c'est 3,84 par exemple. Les agents c'est que 0,84. Et puis on vous dit mais il y en avait 5, il est où le 1,16? Il est là, mais là comme après on a rechangé des parties. En fait c'est une méthode pour nous embrouiller tout simplement. Sauf que cette méthode, elle fait que les agents, à un moment, ils sont à la rue, quoi. On ne sait plus qui commande, on ne sait plus qui fait quoi, on ne sait plus ce qu'on va faire, on ne sait plus. On vous partage des missions, on l'a vu, j'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui était à la comptabilité, ils ont restructuré le service, et puis il y a 6 agents
sur ce service de 20 personnes et qui on a demandé, vous allez faire maintenant autre chose à mi-temps. Et ils se sont retrouvés dans les services sociaux parce qu'il fallait créer des postes justement dans les services sociaux. Donc quand vous êtes à la base au service comptable et qu'on vous dit que vous allez aller faire de l'accueil ou faire quelque chose au service social, je veux dire, c'est un métier et c'est vraiment une méthode de management pour en fait embrouiller tout le monde. Donc, cette méthode de management, Laurent, si on comprend bien, quand on déplace les agents sur des postes qui ne sont pas les leurs, ça s'apparente au stress. Le stress, on peut rappeler quelques mots sur le stress, c'est un déséquilibre des contraintes qui nous sont imposées et les ressources pour y faire face. Aujourd'hui, il y a 60% des journées qui sont pas perdues, mais il y a de l'absentéisme, qui sont imputables uniquement au niveau du stress. Et ça, c'est issu d'une enquête qui fait au niveau du travail au niveau européen. Plus de 60% de personnes sont imputables au niveau du stress. On voit aussi grandir le burn-out, c'est-à-dire la perte de sens au niveau du travail. Nous sommes donc complètement et pleinement dans les risques psychosociaux. Alors excusez-nous de cette petite interruption, on a le plaisir et la joie d'accueillir Yves Verrier parmi nous, secrétaire général de la Confédération France ouvrière. Bienvenue Yves, participer à cette réunion nationale d'information. Alors, je vais me répéter pour les camarades qui sont présents et ceux qui sont en direct sur la chaîne YouTube Territoriaux TV. Cette réunion organisée autour de la thématique de la reconnaissance des agents territoriaux. Donc, cette reconnaissance passe par beaucoup de sujets. On ne pourra pas tous les aborder cet après-midi, des sujets qui d'ailleurs rencontrent, je crois, beaucoup les salariés ou privés également, que ce soit la question des salaires, que ce soit la question des effectifs, des conditions de travail, et puis comme on a un sujet actuellement sur la fonction publique important, où Force ouvrière a travaillé d'arrache-pied pour faire évoluer, et qui vous sera présenté tout à l'heure, la protection sociale complémentaire des agents. Donc voilà les thématiques, Yves, qui sont abordées cet après-midi, et puis nous laisserons le temps de s'adresser à l'ensemble des camarades et puis des agents, parce qu'il n'y a pas que des adhérents qui sont de l'autre côté de la caméra. On a beaucoup de retours de part des internautes, de nombreuses connexions. Donc c'est une première, excusez-nous encore si quelquefois il y a des petits blancs ou des petits loupés. Donc, bienvenue Yves. Alors, Thierry, tu avais encore une question de l'internaute, je crois que c'est la dernière. C'est la dernière, c'était sur la contractualisation, Laurent, je ne sais pas si tu veux aborder ce sujet, parce que c'était quand même assez important. La contractualisation qui risque de faire perdre notre statut et aussi affaiblir notre caisse de retraite. Juste sur la question que tu avais posée avant, je veux dire que les conséquences, tu as parlé de grandes hautes et tout ça, je veux dire que les conséquences de tout ce qu'on a parlé là, effectivement elles sont grandes, elles sont immenses, et on est effectivement, quelqu'un a parlé ce matin de mal-être au travail. Bon voilà, on va pas développer ici aujourd'hui, mais effectivement tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a mis sur les conditions de travail, font effectivement qu'aujourd'hui on arrive à un taux de mal-être au travail qui est assez important. Sur la contractualisation, je finirai là-dessus et très rapidement vous dire que le recours massif à la contractualisation, stop, revendiquer les titularisations. La contractualisation, ça doit être un passage. C'est un passage pour la titularisation. Ça ne peut pas être aujourd'hui la contractualisation à tout va. Quand on voit que certaines collectivités dans les LDG mettent temps de contractualisation maximum 5 ans. Non mais attendez, c'est une blague, ce sont sur des postes permanents. Donc ça, il ne faut pas l'accepter. Ça, vous avez des postes qui sont des postes permanents, qui sont statutaires. Eh bien, vous devez mettre tout en application pour dire
Ces postes, ils doivent être pourvus, et ce ne sont pas des agents contractuels qui viennent dessus. C'est trop facile, parce que l'exemple simple des agents contractuels, je vais vous dire, hein, où est-ce qu'il y a multiplication. Et on nous dit, oui, il y a 900 000 emplois à prendre dans cette branche. C'est tout ce qui va concerner les aides à domicile et tout ça. Ah bah alors là, on en cherche. Ah bah vous êtes tranquille, effectivement. Je veux vous dire, vous commencez à 7h le matin ou 6h30 le matin parce qu'il faut aller lever la personne et il faut lui donner son petit déjeuner. À 8h, vous rentrez chez vous. Vous revenez à midi, à 13h pour lui donner à manger, puis vous revenez à 18h pour le coucher et puis lui donner à manger. Vous avez fait 4 heures de travail dans la journée sur une amplitude horaire de 14 heures. Hein, et puis vous devez être content avec ça. Et vous gagnez 600 € par mois parce que vous n'êtes même pas à mi-temps. Donc, c'est plus facile pour un employeur territorial de gérer 2 emplois, effectivement à mi-temps, parce qu'il se dit que pendant ce temps-là, et puis les déplacements ne sont pas comptés, bien évidemment, que de prendre quelqu'un à plein temps. Mais ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est pas notre problème. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est calculé au minima. Donc, les calculs au minima, on en a marre, ça suffit. Donc voilà, battez-vous pour que tous les postes qui sont des emplois permanents et statutaires doivent être pourvus à des agents titulaires. C'est clair. Et puis juste voilà, vous dire sur les conditions de travail et sur les 1607 heures, battez-vous avec tous les éléments qu'on va vous donner, ce que vous donnera encore tout à l'heure Dominique. Il n'y a rien de perdu, rien de perdu, parce qu'à chaque fois qu'on se bat, à chaque fois qu'on revendique, on obtient quelque chose. Alors on obtient, comme tout à l'heure, on a les camarades, ils ont obtenu 35 €, les autres ils nous ont obtenu 185. Et ben c'est pas grave, si on obtient 35, c'est déjà 35. On a inversé le rapport de force, on a gagné le rapport de force. Et voilà, et si vous voulez, il ne faut pas être défaitiste, surtout, notre rôle, c'est de revendiquer et continuer à revendiquer. Voilà, merci Dominique, je suis désolé, c'est un petit peu long. Non. Merci beaucoup Laurent. Je crois que, non pas en chapeau, mais ni en conclusion, parce que les questions de conditions de travail, on ne peut jamais conclure, il y a toujours quelque chose de nouveau. Je crois que mes camarades, il y a un cadre qui existe. Il y a un cadre qui existe aujourd'hui qu'il faut défendre et se battre pour le renforcer, c'est le statut de la fonction publique. Parce qu'il garantit un certain nombre de choses, il empêche un certain nombre de possibilités de liberté. Vous savez, on a été saisi pendant les fêtes de fin d'année, et je remercie Yves Verrier, puisqu'il a, au nom de la Confédération, réagi. Les camarades, ce matin, de la Communauté européenne d'Alsace, cette nouvelle collectivité, et le président n'a pas trouvé mieux que de lancer un grand référendum auprès de la population, référendum politique, sur les orientations de cette CEA, et de remplacer la région Alsace, revenir à la région Alsace. Ce président n'a pas trouvé mieux que de demander aux fonctionnaires de faire la promotion, dans le cadre de leur travail et en dehors du cadre de travail, de cette initiative politique. Camarades, c'est pas le rôle d'un fonctionnaire. Le statut est là pour protéger le fonctionnaire, son droit de réserve, son droit de discrétion. Et il a fallu l'intervention de Yves auprès de la ministre de la fonction publique, auprès de la ministre des collectivités territoriales, pour faire cesser cette initiative parce qu'il y a une transgression de la part de l'élu sur le statut. Donc mes camarades, ne négligeons pas ce statut, comme pour les conventions collectives. C'est aussi un cadre protecteur, un cadre de droit pour les agents territoriaux, pour les agents de la fonction publique, comme pour les salariés du privé. Alors Joanne, voilà, tu vas avoir la lourde tâche maintenant de présenter l'ensemble des participants, faire un point important sur la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, mais fonction publique territoriale plus particulièrement, puisque ça découle de l'ordonnance de 2021, qui a été votée, Force ouvrière a participé au vote et a voté favorablement. La protection sociale complémentaire, c'est la participation des employeurs à la prévoyance et à la mutuelle santé. Chose importante, quand on parle de conditions de travail, de risques psychosociaux, de santé au travail, c'est aussi un outil pour permettre de protéger les agents. Donc Joanne, donne-nous tous les éléments et toutes les informations de la situation où on en est aujourd'hui. Merci Dominique. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu. En fait,
Bonjour d'abord à toutes et à tous. Un petit bonjour particulier pour les collègues et les camarades du Conseil régional des Pays de la Loire. Le regard en ce moment, c'est ma collectivité syndicat d'origine, donc bon voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Puis un grand bonjour à tous les camarades et tous les collègues voilà, de toute la France qui nous regardent en ce moment. Bon, on a peut-être pas ceux des territoires collectivités d'outre-mer parce que avec le décalage horaire c'est un petit peu difficile, mais enfin ils pourront voir le replay, je pense, de notre réunion aujourd'hui et d'information. Alors protection sociale complémentaire, la PSC comme on dit, c'est un peu comment dire ça, c'est un peu l'équivalent de ce qu'est le régime indemnitaire au traitement indiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a une protection sociale qui existe, que vous connaissez tous, la sécurité sociale, du fait comment dire, des politiques successives, des réformes successives, et pour des raisons, on va dire, purement économiques, et pour permettre, disons, pour dégager, faire permettre aux entreprises de dégager des marges, les gouvernements successifs ont diminué ce qu'ils appelaient des charges, et ce qui pour nous sont des cotisations et salaires différés, donc nos cotisations à la sécurité sociale, ce qui fait que la sécurité sociale est de moins en moins bien remboursée. Donc ça, c'est le côté santé de la protection sociale complémentaire. Et puis on a un côté prévoyance. Alors on a deux types de prévoyance. On a effectivement une prévoyance statutaire qui existe, c'est-à-dire que dans la prévoyance, globalement, on met quoi? On met les arrêts maladie, on met également, on peut mettre des choses tristes, hein, le décès, les rentes orphelins, des choses comme ça. Donc on a une prévoyance qui est statutaire, par exemple les 3 mois à plein traitement, c'est du statutaire. Vous avez également tout ce qui découle malheureusement du décès d'un agent qui a été rétabli. Madame Lebranchu nous avait généreusement coupé en deux, on va dire quasiment le montant, diminué par deux, le montant que pouvait avoir la famille d'un agent qui malheureusement venait à décéder. Donc ça a été rétabli récemment par un décret, d'ailleurs qui demande à être confirmé, parce qu'il faut qu'il soit pérennisé dans le temps. Donc ça, ce sont des garanties statutaires que nous avons, et puis à côté de ça, ces garanties statutaires, en fait, elles ne sont pas complètes. Comme la sécurité sociale, elle-même, ne rembourse pas tout à 100% malheureusement. Donc les agents que nous sommes, que vous êtes, pour pouvoir prétendre à avoir une couverture sociale correcte, on est quasiment toutes et tous obligés de prendre des assurances complémentaires. On appelle mutuelles, parce qu'en général, il y a un principe mutualiste que nous connaissons bien à Force ouvrière, puisque nous participons à de nombreuses mutuelles. Et donc, comment dire, ça s'est engagé, on s'est engagé dans ce mouvement-là il y a très longtemps. Et puis pour ce qui concerne la fonction publique, effectivement, on avait des revendications à Force ouvrière, c'était la participation obligatoire de l'employeur, un socle minimum, etc. Plusieurs de ces revendications. Il faut savoir que dans la fonction publique territoriale, on a une situation très particulière, donc ça a été dit par les camarades, par Laurence, ça a été dit aussi par Josiane, beaucoup d'agents de catégorie C, des faibles salaires, etc. Et en matière de protection sociale complémentaire, on a, en matière de santé, je relis une note parce que j'ai pas tout en tête, on a 48% des agents qui n'ont aucune couverture complémentaire santé, et on a 39% des agents qui n'ont aucune complémentaire entre guillemets de prévoyance. Avec une moyenne d'âge qui approche les 50 ans, avec, on l'a dit, on a parlé de pénibilité du travail, donc pour les 1607 heures, avec des travaux pénibles, des gens qui travaillent ont des travaux pénibles, et puis ceux qui ont les travaux les plus pénibles, entre guillemets, en tout cas physiquement, c'est souvent ceux qui sont les moins bien payés. Alors, s'est engagé en 2020 une discussion, et la ministre
Madame de Montchalin a dit « Je veux que tous les agents publics, les 3 fonctions publiques, soient... » Alors, pour l'hospitalière, c'est un peu particulier, parce qu'il y a l'article 44, les soins soi-disant gratuits d'ailleurs, parce que c'est gratuit à l'hôpital. Mais qu'au moins les 2 autres versants, État et territorial, soient couverts en matière de protection sociale complémentaire. Donc, dans ce cadre-là, il nous a été proposé un projet d'ordonnance qu'on a discuté, qu'on a amendé, pas autant qu'on aurait voulu d'ailleurs, mais qu'on a quand même pu amender, et qui posait le principe d'une participation obligatoire de l'employeur à la complémentaire santé pour l'État dans un premier temps, et parallèlement, participation à la complémentaire santé et prévoyance pour la territoriale. Donc 50% pour la santé, à la territoriale, et 20% à la prévoyance. Ces 20% pose problème d'ailleurs. Donc, les discussions se sont poursuivies sur le projet d'ordonnance. Il a été soumis à ce qu'on appelle une instance que vous connaissez peut-être, le Conseil commun de la fonction publique. C'est une instance où on rend des avis, un petit peu comme le comité technique localement, sur des textes qui concernent 2 ou 3 versants de la fonction publique. Nous avons, dans ce cadre-là, à Force ouvrière, pris la décision de voter cette ordonnance, voter pour l'ordonnance. Pourquoi? Parce qu'on connaissait notre fonction publique, les chiffres que je vous ai donnés, les 48%, les 39%, qui n'ont rien, les agents qui n'ont aucune aide de l'État pour la complémentaire, de leur employeur pour la complémentaire santé. Donc l'ordonnance fixant l'obligation de participation, donc, qui est parue le 17 février 2021, s'en est suivi un accord de méthode, ce qu'on appelle un accord de méthode, des discussions sur la manière dont on doit négocier, etc., à l'État, pour la fonction publique de l'État. Et puis pour la territoriale, pendant ce temps-là, il ne se passait pas grand-chose en fait. Et puis un jour, la Direction générale des collectivités locales, ce sont ceux qui présentent les décrets, en fait, que nous voyons dans l'instance qui s'appelle le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Tous les décrets qui nous concernent sont examinés dans cette instance et on demande le vote des représentants syndicaux dans cette instance. Donc, dans un premier temps, on nous invite à une réunion de travail où on nous présente un décret. Donc, alors sur la santé, c'était relativement simple, c'était l'accord ANI, en gros, avec 50% de participation, donc ça faisait 15 € de participation. Sur la prévoyance, c'était très très flou, ils ne savaient pas où ils voulaient aller, bon bref. Alors, suite à cette première présentation, nous, à EFO, ce qu'on a fait, on a contacté donc, ce qu'on appelait la coordination des employeurs territoriaux, à travers le président du Conseil Sup, et on a demandé instamment à plusieurs reprises l'ouverture de négociations. Parce que on voyait bien arriver le projet de décret, on se disait, on ne comprend pas. En fait, à l'État, ils sont en train de négocier un accord de méthode qui ensuite va mener une négociation sur le fond, et nous, à la territoriale, on nous propose un décret, et on n'a rien négocié du tout. Donc ça posait quand même un problème. Ensuite, on a une première réunion, alors c'était 10 février 2021, juste avant la parution de l'ordonnance, et puis plus rien du tout. Plus aucun contact, aux abonnés absents, les employeurs, voilà, on a relancé, alors je ne sais pas combien de courriers on a fait au président du Conseil Sup, président de la coordination des employeurs territoriaux, on a fait un paquet. Alors ils disaient oui, on voyait en direct, en plus hein, j'ai rappelé les courriers, ils disaient oui, effectivement, etc., on a vu, j'ai fait ce que je peux, etc., mais rien ne bouge. Arrive le projet de décret, alors là, quand le projet de décret arrive, vous savez, les décrets, ils sont bleuis. Bleuis, ça veut dire qu'ils sont passés par Matignon. Donc, il y a déjà, c'est déjà verrouillé, un projet de décret. Hein. Donc, malgré tout, on discute du projet de décret, les choses se passent très mal. La DGCL refuse de bouger quoi que ce soit, les employeurs aussi. On se réunit avec les autres syndicats.
C'est un bureau du Conseil supérieur, le bureau qui précède la plénière 1 heure avant. Et nous, pour Force ouvrière, on dit, voilà, écoutez, ça, c'est pas acceptable en l'état. En tout cas, c'est pas acceptable tant qu'on n'aura pas l'assurance d'ouvrir des négociations, que vous veniez avec un mandat pour négocier avec les organisations syndicales. Autrement, on ne pourra pas accepter le projet de décret tel que vous nous présentez. Ce qu'on voulait, c'est obtenir des négociations avec les employeurs territoriaux au plan national. Alors, suite à ça, on dit de toute façon, comme c'est pas acceptable, on va boycotter le Conseil Sup, donc boycott total du Conseil Sup, pas de Conseil Sup ce jour-là. Les employeurs nous contactent, ils fixent un calendrier. Première réunion, en 2021, tout ça, hein, première réunion, le 20, donc on était en décembre 2021, première réunion le 28 janvier 2022, réunion qui se passe très mal, où, en fait, en gros, ça part dans tous les sens. Beaucoup de syndicats ne savent pas ce qu'ils veulent, ou ils savent ce qu'ils veulent, mais en fait, certains, ce qu'ils veulent, c'est surtout que le dossier n'avance pas. Donc, suite à ça, la ministre impose le 16 février pour le passage du décret. Bon, on était le 28 janvier quand même. Donc, je vais vous raconter un petit peu les dessous de la négociation quand même. Donc, à Force ouvrière, on contacte nos camarades de l'État. Avec eux, on monte le cabinet de la ministre. On rencontre le conseiller territorial de la ministre. On lui dit voilà, nous le décret, bon, ce qu'on souhaite, c'est négocier avec les employeurs. Et on veut que vous interveniez pour qu'on puisse négocier avec les employeurs. On leur dit aussi, le décret, c'est un décret très technique. On souhaite que vous introduisiez dans le décret 2 points. La négociation avec les organisations syndicales sur le contenu de l'offre de prévoyance et de santé. Et deuxièmement, que cette négociation se déroule dans un cadre précis, qui est celui des articles 8 nonis de la loi 83-634, qui fixe en fait les conditions de négociation avec les organisations syndicales représentatives, c'est-à-dire qu'on ne négocie pas avec n'importe qui, et des accords majoritaires. Et un autre article, le 22 bis, qui est celui qui dit que ces contrats doivent respecter une forme de solidarité, notamment la solidarité intergénérationnelle. Donc, comme ils étaient pressés de faire passer le truc, ils nous disent bon, on va faire le boulot et tout. Donc nous, de notre côté aussi, on appelle à plusieurs les représentants des employeurs territoriaux. On intervient, et finalement, on obtient des employeurs territoriaux l'engagement de signer un préaccord, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un engagement à entamer des négociations. C'est-à-dire que les employeurs engagent leur parole, les associations d'employeurs, donc l'ADF, Région de France, AMF, France Urbaine, l'APVF, etc. Oh, et l'ADF, j'ai déjà dit oui. Parce qu'il y en a tellement qu'on s'y perd. C'est pire que les syndicats. Donc, ils engagent leur parole pour entamer des négociations. On arrive donc au Conseil supérieur le 16 février. Le 16 février, le décret est présenté. J'ai encore 2 minutes. Le décret est présenté le 16 février. Donc, discussion, propose des amendements, etc. Les amendements sont refusés, sauf un, effectivement, c'est la suppression des 2 mois de carence pour pouvoir bénéficier de la validité donc, pour nos collègues qui sont nos titulaires. Et arrive le moment du vote. Alors, arrive autre chose, pardon. C'est que ce qu'on avait demandé au cabinet de la ministre, vous vous souvenez, j'ai en parlé, les articles des numéros bizarres, là, et la négociation avec les organisations syndicales dans un cadre bien précis. Donc, nous allons voir le directeur général des collectivités locales et nous lui disons, est-ce que vous allez proposer un amendement du gouvernement, parce qu'il faut savoir qu'un amendement du gouvernement est automatiquement intégré dans le décret. Un amendement des organisations syndicales, il faut que le gouvernement accepte de l'intégrer. Donc, il nous dit, oui, il y aura un amendement proposé sur table.
On ne savait pas jusqu'à présent quel allait être le vote de la délégation de Force ouvrière. On voit l'amendement, il convient, une petite virgule près, mais il convient à ce qu'on avait, à ce que l'on avait demandé. Donc on a décidé de voter pour ce décret sur la protection sociale complémentaire des agents, sachant que derrière vont s'engager des négociations avec, normalement, si tout se passe bien, les organisations syndicales signataires du préaccord de méthode, dont Force ouvrière et deux autres. Voilà. Non mais il y en a une qui s'engage toujours à signer, donc voilà, c'est facile à deviner. Moi, si vous nous regardez. Voilà. Johan, à ce sujet, plein de questions. Le standard va exploser sur la question de la protection sociale. Je vous en prie, Jean-Pierre. Alors, tu as expliqué les raisons de la signature de Force ouvrière, mais je pense que ça doit aller au-delà des raisons de notre signature pour cet accord. Alors, on a signé un préaccord, effectivement, qui engage. Mais tu parles peut-être du décret et du vote sur le décret. Tout à fait. Alors, le vote sur le décret, c'est simple. On a un décret qui dit, alors c'est pas des chiffres extraordinaires, mais qui dit que les employeurs vont être obligés de financer la protection sociale complémentaire en matière de santé à hauteur de 15 € par mois pour chaque agent et la prévoyance à hauteur de 7 € par mois pour chaque agent. Pourquoi est-ce qu'on a voté ça? Parce que ce décret dit aussi, là où c'est meilleur, il n'y a pas besoin de renégocier, on n'y touche pas, etc. Donc, on garde tout. Et nous, on a pensé, en votant, on a pensé à ces 48% d'agents qui n'ont pas de protection sociale complémentaire en matière de santé et à ces 39% qui n'en ont pas en matière de prévoyance. Les autres, on sait qui c'est. On sait qui c'est souvent. Ce sont des collectivités où on a des syndicats, où on a un combat syndical qui est mené et où on sait que les camarades sur le terrain, nos responsables syndicaux, font le travail. Mais là où il y a des petites collectivités qui ont 2, 3, 4, 5 agents, où on a du mal à les voir, où des fois ils ne connaissent pas trop les syndicats, l'employeur va être obligé de payer. Il va être obligé de leur verser les 15 € et les 7 €. Et c'est pour ça qu'on a signé. Ça représente des dizaines, voire plus, parce que 48% des... je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait 1 million d'agents. Et de l'autre côté, 39%, ça fait peut-être 800 000 agents, ou 700 000, à qui on va enfin donner, et ça c'est un minimum. Les 7 € c'est un minimum, et les 15 € c'est un minimum. Donc, il n'y a rien de négatif, ce n'est que du droit positif dans ce texte. Et en plus, on a obtenu une première, c'est la première fois que nationalement, les représentants des organisations, des associations d'employeurs territoriaux vont s'engager dans des négociations avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique territoriale. C'est une première. Et c'est nous, là c'est pas de l'avantardisme, mais c'est nous, Force ouvrière, c'est notre fédération de branche qui l'a obtenu ça. Et si on arrive à obtenir ça, parce qu'il faut bien regarder pourquoi on l'a fait. Parce que de plus en plus, le gouvernement laisse de plus en plus de liberté aux employeurs territoriaux pour, entre guillemets, gérer les agents. Et que si à un moment donné, on ne discute pas avec les représentants nationaux des employeurs territoriaux pour cadrer les choses, bah sur le terrain, c'est vous qui le payez parce qu'ils font n'importe quoi. Donc nous, on est sûr d'avoir eu raison, d'une part, de voter le décret, et d'autre part, d'engager cette première, qui est une négociation nationale avec les employeurs territoriaux, et tout ça, grâce à Force ouvrière, et grâce à la force que vous nous donnez toutes et tous les agents qui sont syndiqués à Force ouvrière, tous nos responsables syndicaux, et tous les centaines de milliers d'agents qui vont voter pour nous aux élections professionnelles. Merci. Merci Johan. Alors sans plus tarder, je vais donner la parole à Yves Verrier. Et si vous le permettez, je conclurai cette réunion d'information en vous présentant les perspectives. Parce qu'on n'a pas fait tout ça pour se réunir et se dire qu'on est les plus beaux, il faut continuer le combat. Et on a des propositions à vous faire et des actions à mener. Yves, je te passe la parole.
Merci à toi. Donc bonjour à toutes et tous, y compris donc ceux qui sont à distance. Bravo pour d'abord cette initiative qui permet effectivement d'avoir un échange, une information beaucoup plus large, y compris avec la possibilité de répondre à des questions et aux questions qui sont posées par les uns et par les autres. Mes chers camarades, tout d'abord, je suis évidemment très content d'être ici et je vais y venir pour la raison qui est celle même de cette réunion et qui est celle que je représente, la Confédération dans son ensemble, à vos côtés, et que le sens de cette présence pour moi, il est de signaler, de signifier, je vais en expliquer les raisons, le soutien complet, entier de la Confédération et de toutes ses composantes, du public bien sûr, mais également du secteur privé. Mes chers camarades, je ne peux pas cependant ne pas évoquer la situation plus générale. Samedi dernier, nous étions, la Confédération, au rassemblement qui a été organisé spontanément. Il y en a eu plusieurs, un peu partout en France, pour protester contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, par l'État russe et son armée, qui est un acte de guerre et qui fait d'ores et déjà de nombreuses victimes, malheureusement, et de nombreuses victimes civiles, y compris femmes et enfants, comme toutes les guerres, de toute façon, qui se passent un peu partout dans le monde, dont on ne parle pas souvent, par ailleurs, mais évidemment, on parle plus de celle-ci parce qu'elle est à nos portes et qu'elle nous fait craindre, compte tenu de ceux qui en sont les acteurs, un risque beaucoup plus global pour la planète, pour l'Europe, pour notre propre pays et pour nous-mêmes. Mes chers camarades, nous avons protesté parce que l'aspiration de toujours du mouvement syndical, elle est évidemment celle de la paix. Nos revendications en termes de progrès social, de progrès de nos salaires, de nos conditions de travail, évidemment exigent que nous puissions d'une première temps, au moins les faire valoir, et on les fait valoir que si l'on est dans une situation de paix, on sait que ça ne suffit pas. On sait aussi malheureusement que les injustices sociales, la misère à laquelle sont confrontés trop de peuples, de populations, sont elles-mêmes souvent, la plupart du temps, à l'origine des conflits, instrumentalisées par ceux ou celles qui n'ont d'autre objectif que d'utiliser les conflits à leurs propres fins, à leurs propres intérêts. Nous avons d'ailleurs rappelé le slogan de la Confédération internationale des syndicats libres que nous avions fondé à l'époque, Force ouvrière, au moment de sa constitution en 1948, était l'organisation syndicale française qui était à la fondation de la Confédération internationale des syndicats libres, qui est devenue aujourd'hui la Confédération syndicale internationale, et le slogan en 1949 de cette confédération était celui qu'avait déjà utilisé le Front populaire en 1936. Nous étions dans ces deux situations, dans des périodes de tension, et qui, la première était celle de l'entre-deux-guerres, qui allait conduire d'ailleurs au deuxième conflit mondial, et en 1949, les tensions qui étaient celles de la guerre froide et dont on craint aujourd'hui qu'elles reviennent. Ce slogan était pain, paix, liberté. Mes chers camarades, c'est notre aspiration de toujours, et c'est ce que nous entendons affirmer, réaffirmer sans cesse, en n'oubliant jamais qu'il n'y a pas de paix universelle, durable, sans justice sociale. C'était la première parole, les premières lignes de la constitution de l'Organisation internationale du travail au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1919, et l'un des fondateurs, l'un des artisans de l'Organisation internationale du travail, qui avait comme objectif justement d'établir ce qu'on appelle aujourd'hui les conventions internationales du travail, les normes minimales en matière de salaire, de temps de travail. La première convention était celle qui établissait le principe de la journée de 8 heures, de la semaine de 48 heures, et vous voyez bien que dans vos sujets d'aujourd'hui, la question du temps de travail, la limitation du temps de travail fait partie justement des conditions qui sont celles qu'il nous faut réussir à établir pour établir la justice sociale à travers le monde.
et parce que nous savons que là où ces conventions ne sont pas respectées, eh bien, les tensions sont la plupart du temps celles qui sont à l'origine des conflits et qui en tout cas pénalisent évidemment toujours au premier chef, au premier rang, les populations de travailleurs, leurs familles, les populations civiles. Donc nous sommes très attentifs bien évidemment à cette situation. Nous n'avons pas les moyens en dehors de réaffirmer de manière plus large au niveau européen, au niveau international, dans le mouvement syndical, notre volonté, la solidarité du mouvement syndical pour la paix, mais c'est là aussi parfois difficile, on le sait, à d'autres moments de périodes bien douloureuses, cela était déjà compliqué. Nous avions une réunion hier matin avec les syndicats de l'Ukraine. Ils sont aujourd'hui 3 principaux syndicats affiliés avec nous à la Confédération syndicale internationale. Et je peux vous assurer, évidemment, cette réunion était en visioconférence, ça fonctionne encore pour le moment. Je peux vous assurer que c'était très émouvant parce que nos camarades sont évidemment, eux, directement sous les bombes et évidemment inquiets, apeurés, effrayés même. C'était exactement ce qu'ils nous ont exprimé hier, en attendant bien évidemment que nous œuvrions au mouvement, dans le cadre du mouvement syndical international, à un élan d'expression, de mobilisation en faveur de la paix. Mes chers camarades, j'en viens évidemment à la réunion d'aujourd'hui et je voulais commencer en disant la territoriale, les territoriaux, c'est évidemment un concept rassembleur assez large, mais qui masque en réalité la multiplicité de ce que sont les emplois, les métiers, les fonctions des agents de la fonction publique territoriale. C'est aussi, on en parle beaucoup depuis pas mal de temps, ça fait partie de réflexions portées au niveau du politique lui-même, la proximité, le lien, la cohésion des territoires, le lien avec les territoires, comme on le dit aujourd'hui dans les débats publics, mais nous savons, nous, effectivement, ce que c'est la proximité. Mais on le sait plus souvent quand on l'exerce soi-même, quand on est au service d'un service public de proximité qui est la fonction publique territoriale. Malheureusement, la population s'en rend moins compte au quotidien. Elle s'en rend compte quand tout à coup elle est défaillante. Et malheureusement, c'est ce que nous avons dû constater, notamment au moment de la pandémie. Rappelez-vous, alors, vos camarades de la santé ont été les premiers identifiés comme indispensables, ça on le sait. On évite d'ailleurs d'avoir à le savoir en général, parce qu'on préfère ne pas se retrouver en contact avec les agents des services de santé, parce que quand on se retrouve en contact avec les agents de services de santé, en dehors du fait qu'ils peuvent être votre ami, votre compagnon, votre compagne, votre fils, votre parent, quand on est en contact avec eux, c'est parce qu'on en a besoin, soit pour soi-même, soit pour un proche, et quand on en a besoin, c'est qu'on n'est pas tout à fait en bonne santé. Donc, on préfère garder l'éloignement, bien évidemment. Mais on sait à quel point cette proximité, elle est indispensable. Hein. On a eu suffisamment de débats sur l'éloignement des hôpitaux, des maternités, etc. Mais, mes chers camarades, ce que l'on sait, c'est que le quotidien de la fonction, c'est des fonctionnaires territoriaux, c'est du même ordre. Et ça a mis un peu de temps pendant la pandémie pour que tout d'un coup on s'aperçoive qu'il y avait ce qu'on a appelé les deuxièmes lignes. Mais ça a mis encore bien plus de temps pour se souvenir et pour se rendre compte et pour toucher du doigt que les deuxièmes lignes, c'était aussi et parfois avant tout les fonctionnaires des services publics territoriaux, communaux, départementaux, régionaux, et c'est le quotidien. Bien évidemment qu'on se rend compte de ce rôle essentiel. Là, pour le coup, on en a aussi entendu souvent parler de ce qualificatif. Eh bien, au quotidien, on ne le mesure pas. Parce que quand on descend ou sort de chez soi, bien évidemment, on ne fait pas attention que la voirie, le trottoir est entretenu, parce qu'il l'est entretenu. On ne fait pas attention que les poubelles ont été ramassées. On ne prête pas attention au fait qu'il n'y a pas de difficulté avec la garde des enfants.
on ne fait pas attention avec le fait que quand on a besoin de telle ou telle démarche administrative, eh bien, elle est effectivement réalisée en temps et en heure et facilement. On y prête attention lorsque tout d'un coup tout cela dysfonctionne. Et on a fait en sorte, vous avez fait en sorte, que l'on n'y ait pas prêté attention, y compris pendant cette période de confinement. Parce qu'il était, au même titre que la santé, essentiel que l'on maintienne, eh bien, à minima, un environnement salubre dans nos communes, sur le territoire dans son ensemble, qu'on maintienne à minima les démarches administratives dont on a de toute façon besoin. Évidemment, ça n'est pas la caissière, évidemment, ça n'est pas le supermarché du coin, mais c'est le supermarché, la petite épicerie du coin, mais c'est de la même importance, voire d'une importance première. Donc, ce message, mot d'ordre d'une certaine manière que nous avons essayé de faire passer à maintes reprises. Nous avions ici même d'ailleurs une conférence de presse après un travail que la fédération avait conduit sur justement ce qu'avait été cette période du point de vue de la fonction publique territoriale. Et moi j'étais là pour rappeler ça, pour insister à quel point il faut ne jamais l'oublier. Alors, c'est tout le sens de la présence de la Confédération, parce que, oui, bien évidemment, si je suis en responsabilité d'un syndicat ou d'une fédération de la territoriale, comme vous l'êtes vous-même, eh bien, nous allons le dire, nous allons le faire. Mais ce que je tenais à dire ici, c'est que, au nom de l'ensemble des militants, des adhérents de la Confédération, de tous les secteurs, qu'ils soient de la fonction publique, de l'autre fonction publique, des autres fonctions publiques, et bien évidemment de l'ensemble des adhérents, des militants, des syndicats, de l'ensemble des secteurs d'activité hors fonction publique, eh bien que nous savions cela et que nous étions à vos côtés et que nous serions toujours à vos côtés, comme vous savez l'être quand nous-mêmes, dans un autre secteur, avons besoin de la solidarité interprofessionnelle qui est la caractéristique de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Alors, on l'a dit souvent, on a petit à petit fini par faire passer quelques messages, et quelques messages nous sont revenus. On a déjà parlé de reconnaissance, on a y compris entendu le président de la République dans une de ses dernières allocutions qui était consacrée à la pandémie, à ses conséquences, à la façon dont elle avait été surpassée, en appeler à la reconnaissance de toutes celles et tous ceux qui ne se sont jamais arrêtés. Et moi j'ajoute, qui ne s'arrête jamais pour ce qui vous concerne, parce que c'est la caractéristique de la fonction publique d'une manière générale. Tu parlais du statut tout à l'heure, mais le statut, c'est effectivement échapper au lobby, à la pression, garantir l'indépendance, l'égalité de traitement du citoyen, indépendamment de ses considérations. Et tu as à juste titre rappelé ce sur quoi nous avons dû intervenir du côté de l'Alsace en fin d'année. Mais la fonction publique et son statut, c'est la garantie de la continuité du service public. Parce que vous êtes au service de la continuité de ce service public. Ce que j'expliquais tout à l'heure, s'assurer qu'à tout moment, effectivement, on vive en bonne entente. Et le service public territorial, il est indispensable de ce point de vue et doit être assuré de manière continue. Donc, mes chers camarades, la reconnaissance, elle est non seulement dans les moments les plus difficiles, mais elle doit être de tout moment. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, cette reconnaissance, elle doit se matérialiser. Autrement qu'en termes de parole, alors on a beaucoup dit. Et moi, je l'ai dit, et encore récemment, nous avions une réunion avec le Premier ministre sur ce qu'on appelle maintenant, après le plan de relance France 2030, un plan de réindustrialisation, de relocalisation, de investissement sur la recherche, l'innovation face aux enjeux climatiques, environnementaux, etc., etc. Et moi, et la seule d'ailleurs confédération qui l'ait redit, et nous le portons de manière constante, nous avons rappelé que depuis juillet 2020, lorsqu'on nous parlait de plan de relance, eh bien nous considérons que nous devons mettre au cœur de ce plan qu'on appelle aujourd'hui France 2030, la revalorisation, la reconsidération d'ensemble de ces métiers, de ces emplois, deuxième ligne essentielle, ce que vous voulez, dans lesquels nous mettons explicitement la fonction publique territoriale. Et mes chers camarades, ça, je pense qu'il faut que nous persévérions, que nous fassions entrer dans les esprits que nous devons regarder autrement l'ensemble de ces emplois.
nous devons regarder autrement l'ensemble de ces emplois qu'en les maintenant au SMIC ou à peine au-dessus tout au long d'une carrière, en particulier dans la fonction publique territoriale. Et ça, mes chers camarades, nous ne lâcherons pas là-dessus, et il nous faut œuvrer, et vous n'avez pas la force, vous seuls, de le faire, parce qu'il vous faut justement ce support large de la population, et c'est à cela que la Confédération entend œuvrer. Nous avions lancé ce slogan, cette volonté, et je crois qu'il nous faut y parvenir. Nous devons revoir autrement, et puisqu'on nous promet un changement, des jours heureux, nous devons revoir autrement la considération que nous apportons à la fonction publique d'une manière générale, et cesser de la considérer comme étant un coût, une dépense, comme trop souvent on l'entend. Non, c'est plutôt la richesse de notre pays, la richesse que d'avoir ce tissu, ce réseau d'agents de la fonction publique qui méritent en contrepartie, évidemment, d'être reconnus à leur juste valeur dans notre société. Mes chers camarades, de ce point de vue, je peux vous assurer que la Confédération œuvrera sans relâche. Et puis, évidemment, puisque j'évoque la question d'une reconnaissance sonnante et trébuchante, c'est pas simplement, même si je vais y venir, la question de la fin de mois, en ce moment, face à la hausse des prix, bien évidemment qu'il y a des urgences là-dessus, mais c'est aussi s'assurer qu'on s'attache à ce qu'on ne soit pas enfermé dans un même emploi, sans perspective d'évolution, sans perspective, et ça demande des moyens. Évidemment, ça demande de mobiliser des moyens pour que tout un chacun puisse être assuré que s'il le souhaite, il peut se former, se qualifier et progresser tout au long de sa carrière. Un jeune aujourd'hui, on nous dit beaucoup de métiers sont peu attractifs, on a même du mal, on nous disait, rappelez-vous, que le statut, c'était l'emploi à vie, et c'était une forme de démotivation du fonctionnaire. D'une certaine manière, on nous paye à rien faire, mais même avec l'emploi à vie, comme on dit, ou le statut, on ne trouve plus aujourd'hui facilement de candidats, on n'arrive même plus à les retenir, celles et ceux qui travaillent dans la fonction publique. Donc, il est impératif que, si l'on veut rendre attractifs ces métiers, à un jeune, on ne lui dise pas, eh bien, voilà, tu rentres dans cet emploi, et tu feras sans doute cet emploi tout au long de ta vie, et au mieux, dans 43 ans d'activité, si tu as travaillé à taux plein, eh bien tu auras peut-être au minimum 1000 € de pension. Non, mes chers camarades, ça n'est pas le projet d'un jeune. Un jeune, il doit savoir que, contrairement à ce qu'on nous disait sur ce projet de réforme des retraites, que ce n'est pas un privilège ou une faveur que d'avoir une carrière longue et ascendante. Donc, mes chers camarades, c'est un ensemble. Et évidemment, il y a la question salariale immédiate. Et le premier point de l'absence de reconnaissance, de considération, c'est ce gel du point d'indice de la fonction publique qui pénalise l'ensemble des fonctionnaires, quoique on arrive ici ou là à obtenir, parce que bien évidemment, heureusement, que nos syndicats sont sur le terrain, et oui, on arrive à décrocher ici une prime, oui, on arrive à décrocher ici une progression de carrière ou un reclassement, un repositionnement, oui. Mais mes chers camarades, ça c'est ce que nous bagarrons, ce que nous essayons d'obtenir pour corriger les principales, les plus grosses difficultés. Mais la principale des difficultés, elle est cette reconnaissance légitime, justifiée. Ça n'est pas parce que nous avons 5 millions de fonctionnaires dans le pays que l'on ne doit pas augmenter le SMIC au prétexte, le point d'indice au prétexte que du coup ça va coûter cher parce qu'ils sont 5 millions, parce qu'on pourrait dire la même chose du SMIC. Remarquez que le gouvernement nous dit à peu près la même chose sur le SMIC, puisqu'il se refuse à tout coup de pouce sur le SMIC, et que jusqu'à maintenant, le SMIC malheureusement n'augmente que, et après coup, en fonction de l'inflation, et strictement en fonction de l'inflation. C'est-à-dire qu'on rattrape après coup l'augmentation des prix, mais on n'anticipe pas l'augmentation des prix qui va pénaliser les budgets de fin de mois, et a fortiori en ce moment, vous le savez bien, vous le mesurez comme tout un chacun aujourd'hui, quand on passe à la pompe à essence, ou lorsqu'il va falloir acheter le fioul ou le gaz pour se chauffer, eh bien, il ne restera pas grand-chose en fin de mois, avec des prix de l'alimentation qui vont sans doute, dans le contexte actuel, aussi augmenter. La question des salaires, du pouvoir d'achat, va être
majeur déterminant. Nous avons d'ailleurs, je viens d'avoir un appel du cabinet du Premier ministre, nous allons sans doute avoir une réunion des interlocuteurs sociaux à Matignon sur la situation générée par le conflit actuel du point de vue économique, du point de vue social. Évidemment que nous porterons la nécessité de faire en sorte que ceux qui sont en bas de l'échelle ne soient pas ceux qui en souffrent les premiers et principalement, et au contraire, qu'on ait en tête que d'ores et déjà, la situation est difficile. Donc mes chers camarades, encore une fois, je suis ici parce que je tenais à ce que vous ayez la garantie, l'assurance du soutien de la Confédération. Alors, on sait, je ne vais pas non plus faire l'innocent, qu'à la fin de cette année auront lieu les élections de représentativité dans la fonction publique. Vous savez bien que nous ne sommes pas, nous, des chauds partisans du syndicat consacré essentiellement à une élection où on doit faire campagne et réussir à obtenir le plus de voix. Mais il nous le faut le réussir. Pourquoi? Non pas parce qu'on veut la plus belle place, non, parce que nous avons la conviction, et vous venez d'ailleurs sur un des dossiers importants aujourd'hui, la protection sociale complémentaire, nous avons la conviction que Force ouvrière, il y va de l'intérêt de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale, que nous gagnions en termes d'écoute de la part de nos interlocuteurs, de la part des employeurs. Et si nous voulons gagner en termes d'écoute de la part de nos interlocuteurs, de la part des employeurs, eh bien, il faut que le plus grand nombre d'agents des services publics territoriaux le signifient, non pas nous donnent leur suffrage pour nous donner leur suffrage, mais en nous donnant le suffrage pour Force ouvrière, il nous faut agir pour leur expliquer, les convaincre de cela. Ce qu'ils feront, c'est qu'ils diront aux employeurs, ils diront à nos interlocuteurs qu'il faut écouter et entendre ce que porte Force ouvrière en termes de revendications pour le progrès de la situation de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale. Donc sachez que là aussi, sur cette campagne, on est à vos côtés pour vous aider à la gagner. Merci à vous, bon courage, et on gagnera à la fin de l'année, et vous gagnerez pour les agents territoriaux. Merci beaucoup Yves pour ces propos et ce soutien de la Confédération, mais vous n'en doutez pas puisque tu es toujours présent quand on te sollicite, que ce soit dans les réunions nationales ou dans les syndicats, à être proche des camarades. Alors mais on approche tout doucement de l'issue de cette réunion et vous me direz, et maintenant? Eh oui, parce qu'on a beaucoup évoqué depuis ce matin les conditions de travail, est-ce que les difficultés que vous rencontrez, les questions de salaire, les questions de protection sociale, tout ce que touche la fonction publique territoriale. Mes camarades, c'est bien de l'évoquer, parce qu'il nous faut, nous, à la Fédération, des choses très précises, très concrètes de ce qui se passe tous les jours au quotidien. Donc cette rencontre était utile, cet échange était utile, même si vous le faites régulièrement, voire par les voies électroniques. Mais on doit continuer le combat, mes camarades, parce qu'on sait pertinemment que pour obtenir des salaires, de meilleures conditions de travail, des effectifs, il va falloir qu'on aille les chercher. Alors, la première des choses à faire, mes camarades, quand vous allez rentrer chez vous, c'est de continuer le développement de l'organisation. Parce que sans le développement de l'organisation, mes camarades, ça sera encore plus difficile. Plus nous serons implantés, plus nous aurons d'adhérents, plus nous pèserons effectivement au moment des élections professionnelles, mais aussi tous les jours quand vous irez dans votre collectivité rencontrer le maire. Les camarades, c'est notre règle, c'est notre obligation de syndicalisme. Et puis, on parle souvent de rapport de force. Développer l'organisation, c'est tout simplement aussi un rapport de force. On n'est pas encore dans l'action de grève ou de manifestation. Développer l'organisation syndicale, c'est créer le rapport de force. Donc mes camarades, on doit poursuivre cette action, la redoubler encore un peu plus parce que le combat, on doit le mener. Et puis, il faut qu'on aille, il faut qu'on conduise des actions concrètes. Alors tout à l'heure, à 16h30, avec Yves, on va avoir une conférence de presse nationale, avec la presse nationale qui va venir participer. On a déjà un certain nombre de retours.
exposer à la presse tout ce que vous nous avez dit ce matin, les exemples, et rappeler nos revendications, et notamment insister sur le fait de l'attractivité de la fonction publique territoriale. L'attractivité et la nécessité de prendre en considération, d'apporter de la reconnaissance à l'ensemble des agents territoriaux. Et puis on va continuer. Demain va partir un courrier à l'ensemble des présidents des associations d'élus. Voilà, on leur a écrit, le courrier est prêt, excusez-moi, il est dans l'enveloppe. Excusez-moi. Donc le courrier est prêt, il est dans l'enveloppe et il va être envoyé dès que notre secrétaire général de la branche sera en mesure de signer. Alors, il y a énormément, je disais tout à l'heure, il y a énormément de... Alors, ensuite, ce qui a été prévu, c'est dans un second temps, alors toujours les volontaires, c'est toujours des courriers, mais les courriers, ils ont quand même un objectif. C'est pas rester tel quel, c'est pas, on n'écrit pas pour le plaisir d'envoyer un mot doux au président d'association, et ni d'ailleurs aux parlementaires. On arrive maintenant, effectivement, il y a une période d'élection. Comme vous le savez, la position de notre organisation syndicale, d'ailleurs elle a été rappelée, je crois, par une circulaire confédérale, il me semble, en période d'élection, notamment pour les législatives. Donc vous connaissez oui, puis la présidentielle, on appelle, bien entendu, on n'appelle pas à voter pour tel ou tel candidat, etc. On a des valeurs, mais voilà, on n'appellera pas à voter pour tel ou tel candidat. Et donc on va saisir les parlementaires, alors à la fois les députés et les sénateurs, en sachant que les sénateurs, c'est quand même eux qui nous ont tiré dans le dos dans la loi de transformation de la fonction publique, mais pas tous les... c'est Madame Di Falco notamment, hein, qui nous a bien allumé. Donc on va avoir cette démarche, mais là c'est vous qui allez la voir pour les parlementaires. Hein. Dans chaque département, en fait, il y aura un courrier, alors je crois que c'est ça. C'est les secrétaires de groupements départementaux à qui on va demander d'écrire à tous les candidats et parlementaires des circonscriptions de leur département pour les saisir sur cette question. Oui, il y aura un courrier type, il est prêt, il est là, je suis dessus. Voilà, donc j'essayais de... Voilà. Et suite à ça, courrier type pour les parlementaires. Alors excusez-moi, je sors de Covid, ça m'a pris à la gorge et que voilà, des choses qui peuvent arriver, j'en suis désolé, mais c'est un peu d'air, il fait très chaud au fond de la salle. Donc, Joanne vous a présenté les courriers, la saisine des associations. Il y a, non, je ne suis plus contagieux, vous inquiétez pas, mais il y a quelques restes comme ça qui peuvent venir troubler l'enthousiasme que nous avions au travers de cette réunion. Les parlementaires qui vont être saisis, tu l'as développé, et puis on va lancer une pétition nationale, mes camarades. On va lancer une pétition nationale avec nos revendications. Ça fait partie du travail de militants, ça fait partie du travail de proximité qu'on doit conduire pour justement faire entendre nos revendications aux agents et puis, par leur signature et leur soutien, remonter au gouvernement l'impérieuse nécessité d'ouvrir des négociations sur les salaires et puis vous permettre aussi, au travers de cette pétition, de jauger au sein de vos collectivités le soutien que vous pouvez avoir et dire aux maires, attention, les agents soutiennent nos revendications. Camarades, on doit le faire à minima. Et puis, c'est ce qu'on fait dans l'immédiat, c'est ce qu'on va faire dans l'immédiat, et puis on n'exclut rien. On n'exclut rien, hein, on n'a pas de perspective, mais on n'exclut rien, y compris des actions peut-être à un moment donné beaucoup plus fortes pour obtenir satisfaction, parce que c'est notre rôle de syndicaliste, parce que c'est notre rôle de militant,
d'écouter les agents et de leur faire comprendre que tout seuls, ils n'y arriveront pas. Vous l'avez témoigné ce matin, toute le long de la journée, tout seuls, ils n'y arriveront pas. C'est rassembler autour d'une organisation syndicale libre et indépendante qui prend ses décisions au sein de ses instances, qui prend ses décisions au sein des bureaux, au sein des assemblées générales, les orientations par nous-mêmes, pas forcément au travers d'intersyndicales, où les enjeux sont peut-être pas forcément toujours les mêmes, en organisation syndicale démocratique telle qu'est Force ouvrière. Donc voilà mes camarades, on compte sur vous, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur toute l'organisation, et remercie encore Yves Verrier au nom de la Confédération de nous soutenir. Mais mes camarades, il faut qu'on y arrive, il y a des raisons d'y croire, il y a des raisons d'espérer, parce que vous l'avez témoigné, il y a eu des combats qui sont menés, des combats difficiles et qui ont été gagnés. Donc mes camarades, on va y arriver, et vive Force ouvrière. Merci et à bientôt.